Imaginez une île au large de la Bretagne, battue par les vents de l'Atlantique, où le fracas des vagues se mêle aux cris d'enfants terrifiés. Imaginez des garçons, certains âgés de seulement 8 ans, arrachés à leur famille et jetés dans un bagne où la torture psychologique et physique fait partie du quotidien. Imaginez des murs épais qui résonnent de pleurs étouffés, des cours glacés où de petits corps tremblants marchent en silence militaire, des cellules d'isolement où des enfants hurlent dans l'obscurité totale. Cette île existe vraiment. Elle s'appelle Belle-Île-en-Mer, et pendant plus d'un siècle, elle a abrité l'un des secrets les plus sombres de la République française. Une colonie pénitentiaire pour enfants qui ressemblait davantage à un camp de concentration qu'à un centre de réhabilitation. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas celle d'un conte de fées, mais celle d'une tragédie réelle qui a marqué la mémoire collective française et inspiré l'un des poèmes les plus puissants du XXe siècle. Nous sommes en 1934. La France vit encore dans l'ombre de la Première Guerre mondiale, dans une période de tension sociale et économique. Sur Belle-Île-en-Mer, derrière des murailles de pierre qui semblent éternelles, 600 garçons vivent dans des conditions qui défient l'imagination. Ils sont là pour des délits mineurs, vol de pain, vagabondage, désobéissance familiale. Certains n'ont commis aucun crime, mais sont simplement jugés incorrigibles par leurs parents ou les autorités. La colonie pénitentiaire est censée les rééduquer, les transformer en citoyens productifs. Mais la réalité est tout autre. Ces enfants sont soumis à un régime de terreur quotidienne, orchestré par des surveillants sadiques qui règnent en maîtres absolus sur cet univers clos. Les coups de bâton pleuvent sur les dos frêles, les privations de nourriture sont monnaie courante, et la moindre infraction entraîne des punitions d'une cruauté inimaginable. Le 27 août de cette année-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose qui va bouleverser l'opinion publique française et révéler au grand jour les horreurs qui se déroulent sur cette île prétendument belle. Une révolte éclate. 56 garçons, poussés à bout par des années de maltraitance, décident qu'ils en ont assez. Ils cassent tout ce qui leur tombe sous la main, mettent le feu au bâtiment et s'enfuient dans la campagne bretonne. Leur fuite désespérée dure plusieurs jours, traqués comme des animaux par la police, la gendarmerie et même l'armée. Quand ils sont finalement capturés, affamés, épuisés, couverts de bleu et de plaies, leurs témoignages vont choquer la France entière. Et parmi ceux qui seront profondément marqués par cette histoire se trouve un poète nommé Jacques Prévert, qui transformera cette tragédie en vers immortel dans son poème La chasse à l'enfant. Mais voici la question qui hante cette histoire. Où s'arrête la vérité documentée et où commence le mythe? Les témoignages des survivants sont-ils tous fiables? Certains ont-ils exagéré les horreurs pour attirer la sympathie? Ou au contraire, les pires atrocités sont-elles restées cachées, trop terribles pour être racontées? Les archives officielles présentent une version aseptisée des événements, tandis que les récits des anciens colons peignent un tableau d'horreur absolue. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux, dans cette zone grise où l'histoire officielle et la mémoire collective se rencontrent et s'affrontent. Ce qui est certain, c'est que Belle-Île-en-Mer représente une page sombre de l'histoire française, un exemple terrifiant de ce qui peut arriver quand la société décide que certains enfants ne méritent pas sa compassion. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter au XIXe siècle, à une époque où la France industrielle découvre avec effroi le phénomène de la délinquance juvénile. Les villes grandissent à une vitesse vertigineuse, les usines attirent des masses de travailleurs pauvres, et dans les ruelles sombres des quartiers populaires, des milliers d'enfants errent sans surveillance, livrés à eux-mêmes. Certains volent pour survivre, d'autres sont abandonnés par des familles qui ne peuvent plus les nourrir. La bourgeoisie victorieuse s'inquiète de cette jeunesse déviante qui menace l'ordre social. Que faire de ces enfants des rues? Les juristes et les philanthropes de l'époque inventent une solution qui leur semble humaniste. Plutôt que d'envoyer les mineurs délinquants en prison avec les adultes, on créera des établissements spéciaux où ils seront rééduqués par le travail et la discipline. C'est ainsi que naissent les colonies pénitentiaires, inspirées du modèle des bagnes d'outre-mer mais adaptées aux enfants. Belle-Île-en-Mer est choisie pour accueillir l'une de ces colonies en 1850. L'île présente des avantages stratégiques évidents. Elle est isolée, entourée par l'océan, donc les évasions sont presque impossibles. Le site choisi est celui d'une ancienne citadelle militaire construite par Vauban, avec ses murs épais et ses tours de guet. Les autorités y voient un lieu idéal pour enfermer ces jeunes âmes perdues loin du monde civilisé. Au début, le projet semble porter ses fruits.
Les rapports officiels parlent d'enfants transformés par le travail agricole et l'instruction morale. Mais très vite, la réalité dérape. Les surveillants recrutés sont souvent des anciens militaires brutalisés par leurs propres expériences, des hommes durs qui considèrent la moindre désobéissance comme un acte de guerre. Le système disciplinaire devient de plus en plus sévère. Les punitions se multiplient et s'aggravent. Et surtout, l'isolement géographique crée une zone de non-droit où personne ne vient vérifier ce qui se passe vraiment derrière les murs. Pour vraiment comprendre l'horreur de Belle-Île-en-Mer, il faut imaginer une journée typique dans la vie d'un colon, comme on appelait ses enfants prisonniers. Le réveil sonne à 5 heures du matin, quelle que soit la saison. En hiver, il fait encore nuit noire, et le froid breton pénètre jusqu'aux os dans les dortoirs non chauffés où dorment parfois 50 garçons entassés les uns sur les autres. Les lits sont des planches de bois avec une mince paillasse infestée de puces et de punaises. Les couvertures sont rares et souvent confisquées en guise de punition. Au signal du clairon, les garçons doivent se lever immédiatement, faire leur lit au carré avec une précision militaire, et se mettre en rang dans la cour en moins de 5 minutes. Ceux qui sont en retard reçoivent des coups de bâton sur le dos ou les fesses. Certains surveillants prennent un plaisir sadique à frapper plus fort les plus faibles, ceux qui pleurent ou qui tremblent de peur. Après l'appel du matin, qui peut durer 1 heure entière dans le vent glacial de l'Atlantique, les colons sont conduits aux latrines collectives. Là encore, pas question de traîner. Quelques minutes seulement sont accordées pour les besoins naturels, égard à celui qui demande plus de temps. L'hygiène est rudimentaire, presque inexistante. L'eau chaude n'existe pas. Les douches sont rares, parfois 1 fois par mois seulement, et se déroulent dans des conditions humiliantes où les garçons doivent se déshabiller en groupe sous le regard moqueur des surveillants. Les maladies de peau sont endémiques, gale, eczéma, infections diverses. Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition chronique, ce qui affaiblit encore davantage leur système immunitaire. Les épidémies de grippe, de tuberculose et de dysenterie font des ravages réguliers, emportant plusieurs enfants chaque année. Mais ces morts ne font pas les gros titres des journaux. Elles sont enregistrées discrètement dans les registres administratifs, attribuées à des causes naturelles ou à la faiblesse congénitale des jeunes délinquants. Le petit déjeuner est servi dans un réfectoire sinistre où règne un silence absolu. Parler pendant les repas est strictement interdit et puni de privation de nourriture. Le menu est invariable, une soupe claire où flottent quelques morceaux de pain rassis, parfois un morceau de graisse rance. Les quantités sont insuffisantes pour des enfants en pleine croissance qui vont ensuite travailler physiquement pendant des heures. La faim est une compagne constante, un supplice quotidien qui obsède les pensées des colons. Certains en viennent à manger de l'herbe, des insectes, n'importe quoi pour tromper cette sensation de ventre vide qui les ronge. Les plus désespérés fouillent les poubelles à la recherche d'épluchures ou de restes. S'ils sont surpris, la punition est terrible. Plusieurs jours au cachot, cette cellule d'isolement complètement obscure où on ne reçoit qu'un quart de ration et où la solitude peut faire basculer dans la folie. Après le repas commence la journée de travail. Les colons sont répartis en différents ateliers selon leur âge et leur force physique. Les plus jeunes, ceux qui ont entre 8 et 12 ans, travaillent au champ, cultivant les légumes qui serviront à nourrir le personnel de la colonie mais rarement les enfants eux-mêmes. Ils bêchent, sarclent, arrachent les mauvaises herbes sous le soleil brûlant de l'été ou la pluie battante de l'automne. Les outils sont lourds, inadaptés à leurs petites mains. Les accidents sont fréquents, doigts coupés, pieds transpercés par les fourches, dos brisés par le port de charges trop lourdes. L'infirmerie existe en théorie, mais en pratique, seuls les cas les plus graves y sont admis. Pour les autres, on leur dit de serrer les dents et de continuer à travailler. La douleur, leur explique-t-on, fait partie de leur rééducation. Elle forge le caractère et chasse les mauvais penchants. Les plus âgés, les adolescents de 14 à 18 ans, travaillent dans les ateliers de menuiserie, de cordonnerie ou de serrurerie. Le travail est encore plus dangereux, machines non sécurisées, absence de protection, cadence infernale. Les surveillants exigent une production quotidienne minimale, et ceux qui ne l'atteignent pas sont punis. Les objets fabriqués sont vendus à l'extérieur, générant des profits substantiels pour l'administration pénitentiaire, mais les colons ne touchent aucun salaire. On leur dit qu'ils paient ainsi leurs dettes envers la société, qu'ils remboursent le coût de leur hébergement et de leur nourriture. Cette exploitation éhontée du travail des enfants est parfaitement légale à l'époque.
même encouragés par les théories pénales dominantes qui voient dans le labeur forcé un moyen de rédemption morale. La pause déjeuner, vers midi, ressemble au petit déjeuner. Une soupe un peu plus épaisse, parfois avec quelques légumes et un morceau de pain noir. 15 minutes pour manger en silence, puis retour immédiat au travail jusqu'à 18 heures. L'après-midi s'étire interminablement, chaque minute semblant durer une éternité. La fatigue s'accumule, les muscles brûlent, les mains se couvrent d'ampoules qui éclatent et saignent. Mais il ne faut surtout pas montrer sa faiblesse, ne pas ralentir la cadence, car les surveillants rôdent constamment, leur bâton à la main, prêts à frapper la moindre trace de paresse. Certains surveillants sont particulièrement redoutés des colons. Leur nom circule en chuchotement terrifié. Monsieur Leblanc qui frappe avec une telle violence qu'il a déjà cassé plusieurs bras. Monsieur Durand qui prend plaisir à humilier publiquement les enfants en les forçant à ramper dans la boue ou à lécher le sol. Monsieur Martin qui enferme les récalcitrants dans le cachot pendant des semaines entières. Le soir, après le dîner qui est une répétition du déjeuner, les colons ont droit à 1 heure d'instruction. Dans une salle de classe lugubre, un instituteur fatigué leur enseigne les rudiments de lecture, d'écriture et de calcul. Mais comment se concentrer quand on a l'estomac vide, le corps endolori et l'esprit brisé par la peur? Beaucoup s'endorment sur leur table, ce qui leur vaut des gifles et des coups de règle sur les doigts. L'enseignement dispensé est minimal, suffisant pour lire les ordres et compter les pièces, rien de plus. L'objectif n'est pas de former des esprits éclairés, mais des ouvriers dociles qui accepteront leur place au bas de l'échelle sociale. Puis c'est le retour au dortoir à 20 heures, l'extinction des feux immédiates, et l'interdiction absolue de parler ou de bouger. Des surveillants patrouillent toute la nuit dans les couloirs, écoutant à travers les portes le moindre murmure, le moindre sanglot. Si la routine quotidienne à Belle-Île-en-Mer était déjà insupportable, c'est le système de punition qui transformait vraiment l'établissement en enfer sur terre. Les surveillants avaient un pouvoir quasi illimité sur les enfants, et beaucoup en abusaient avec une cruauté qui défie l'entendement. Le règlement officiel prévoyait des sanctions graduées en fonction de la gravité des fautes. Privation de récréation, travaux supplémentaires, diminution de la ration alimentaire, mise au cachot. Mais dans la pratique, l'arbitraire régnait en maître. Un surveillant de mauvaise humeur pouvait décider qu'un regard de travers constituait une insubordination grave méritant les punitions les plus sévères. Un enfant qui pleurait trop fort la nuit pouvait se retrouver au cachot pour trouble à l'ordre. Un colon accusé par un autre, même faussement, était puni sans possibilité de se défendre. Le cachot, voilà le mot qui terrorisait tous les enfants de Belle-Île. Cette cellule d'isolement était située dans les sous-sols de la colonie, loin de toute lumière naturelle et de tout contact humain. C'était une pièce minuscule, parfois pas plus de 2 mètres sur 2, sans fenêtre, où l'obscurité était totale et permanente. Le sol était en terre battue, souvent humide et froid. Il n'y avait aucun mobilier, juste parfois une planche de bois pour s'allonger. La température variait selon les saisons, glaciale en hiver, étouffante en été. Les enfants y étaient enfermés pour des durées variables, de quelques jours à plusieurs semaines. Pendant ce temps, ils ne recevaient qu'un quart de la ration alimentaire normale, soit pratiquement rien. L'eau était rationnée. Les besoins naturels se faisaient dans un seau qui n'était vidé qu'1 fois par jour. L'odeur devenait rapidement insupportable. Le silence était brisé seulement par les cris d'autres enfants dans des cachots voisins, par les bruits de rats qui grouillaient dans l'obscurité, par le bruit de la mer au loin qui rappelait cruellement l'impossibilité de s'échapper. Les effets psychologiques du cachot étaient dévastateurs. Privés de tout repère temporel dans l'obscurité absolue, les enfants perdaient rapidement la notion du temps. Les heures semblaient des jours, les jours des semaines. L'isolement sensoriel provoquait des hallucinations. Certains voyaient des formes mouvantes dans le noir, entendaient des voix inexistantes, sentaient des présences fantomatiques. La peur de devenir fou était constante. Beaucoup d'anciens colons ont témoigné que le cachot était pire que tous les coups, que toutes les privations de nourriture. C'était une torture psychologique d'une efficacité redoutable. Quand un enfant sortait du cachot, il était souvent méconnaissable, amaigri, le regard vide, tremblant de tous ses membres. Certains ne s'en remettaient jamais complètement, conservant toute leur vie une phobie de l'obscurité et des espaces clos. Mais le cachot n'était pas la seule punition terrible.
Il y avait aussi les coups, distribués avec une régularité effrayante. Les surveillants utilisaient différents instruments, des bâtons en bois, des ceintures en cuir, des martinets à plusieurs lanières. Les coups étaient donnés sur les fesses, le dos, parfois les jambes. Officiellement, il y avait une limite au nombre de coups autorisés, mais en pratique, personne ne comptait vraiment. Certains surveillants frappaient avec une telle violence que la peau se déchirait, que le sang coulait. Les enfants devaient ensuite retourner travailler immédiatement, sans soin, leurs plaies s'infectant au contact de la poussière et de la saleté. Les cicatrices restaient visibles toute la vie, marquant à jamais leur passage par Belle-Île. Lors de la révolte de 1934, plusieurs garçons arrêtés ont été examinés par des médecins qui ont été horrifiés par l'état de leur dos, des tissus cicatriciels épais, des marques de coups récents et anciens superposés, des infections non traitées. Il y avait aussi des punitions plus insidieuses, plus humiliantes. Certains surveillants forçaient les enfants punis à porter des pancartes autour du cou indiquant leurs fautes. Voleurs, menteurs, paresseux. Ils devaient ainsi marcher dans la cour pendant les récréations sous les moqueries des autres. D'autres étaient rasés complètement, ce qui les stigmatisait immédiatement. Certains devaient manger à genoux par terre pendant les repas, comme des animaux. D'autres encore étaient attachés pendant des heures à des poteaux dans la cour, exposés aux intempéries et aux regards. Ces humiliations publiques visaient à briser toute dignité, toute estime de soi. Le message était clair, vous n'êtes rien, vous ne valez rien, vous méritez ce qui vous arrive. Cette destruction systématique de l'identité des enfants avait des conséquences psychologiques profondes et durables. Les témoignages recueillis après la révolte révèlent aussi des cas de violences sexuelles. Plusieurs garçons ont parlé de surveillants qui les touchaient de manière inappropriée, qui entraient dans les dortoirs la nuit pour abuser d'enfants terrorisés. Ces témoignages ont été largement étouffés à l'époque, car parler de telles choses était tabou dans la France des années 30. Mais ils transparaissent dans les archives judiciaires, dans les rapports médicaux, dans les lettres désespérées de quelques parents qui ont réussi à percer le mur du silence. La colonie pénitentiaire était un lieu de prédation, où des hommes dotés d'un pouvoir absolu pouvaient assouvir leurs pulsions les plus sombres en toute impunité. Les victimes, déjà stigmatisées comme délinquantes, n'avaient aucun recours. Qui les croirait contre la parole de représentants de l'autorité républicaine? La terreur quotidienne à Belle-Île ne provenait pas seulement de la violence physique, mais aussi de l'imprévisibilité totale du système. Un enfant pouvait se comporter de manière exemplaire pendant des semaines et soudain se retrouver puni sévèrement pour une raison incompréhensible. Les règles changeaient selon l'humeur des surveillants. Ce qui était toléré un jour devenait une faute grave le lendemain. Cette absence totale de prévisibilité créait un état d'anxiété permanent. Les enfants ne pouvaient jamais se sentir en sécurité, jamais baisser leur garde. Ils vivaient dans une tension constante, guettant les moindres signes d'orage à venir. Cette insécurité psychologique est une forme de torture en soi, reconnue aujourd'hui par tous les spécialistes des traumatismes. Elle détruit la capacité à faire confiance, à établir des liens affectifs, à croire en un avenir meilleur. Beaucoup de survivants de Belle-Île ont porté ces blessures invisibles toute leur vie, incapables de se remettre complètement de leur passage dans ce qui était censé être un lieu de rééducation, mais qui n'était en réalité qu'une machine à broyer des âmes. L'explosion de 1934 ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle était le résultat de décennies d'abus accumulés, de frustrations refoulées, de désespoir qui avaient fini par atteindre un point de non-retour. Mais pour comprendre pourquoi la révolte a éclaté précisément en août de cette année-là, il faut examiner le contexte spécifique de cette période. En 1934, la France traversait une crise politique majeure. Les scandales financiers secouaient la République, les manifestations de rue se multipliaient, l'extrême droite gagnait du terrain. Dans ce climat de tension généralisée, même les enfants enfermés à Belle-Île ressentaient que quelque chose était en train de changer dans le monde extérieur. Certains surveillants parlaient entre eux de la possibilité d'une révolution, d'un renversement de l'ordre établi. Ces conversations, entendues par bribes, alimentaient l'espoir secret de quelques colons que peut-être, un jour, leur situation pourrait changer. Mais le catalyseur immédiat de la révolte fut l'arrivée d'un nouveau directeur particulièrement brutal. Monsieur Leclerc, c'était son nom, était un ancien militaire qui avait combattu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et qui en était sorti profondément traumatisé.
Ils voyaient dans la discipline militaire la solution à tous les problèmes, et considéraient les enfants de Belle-Île comme de petites recrues à soumettre par la force. Dès son arrivée au printemps 1934, il institua de nouvelles règles encore plus draconiennes que les précédentes. Les rations alimentaires furent diminuées, les horaires de travail allongés, les punitions aggravées. Le cachot, qui était déjà terrible, devint une véritable torture avec l'interdiction totale de parler ou de faire le moindre bruit sous peine de prolongation de la peine. Leclerc recruta également de nouveaux surveillants à son image, des hommes durs, impitoyables, qui considéraient la moindre trace d'humanité comme une faiblesse coupable. Parmi les colons, la colère montait. Des conversations chuchotées dans les dortoirs la nuit révélaient que beaucoup en avaient assez, que certains étaient prêts à tout pour échapper à cet enfer. Mais organiser une révolte dans un lieu aussi surveillé que Belle-Île relevait de l'exploit. Toute tentative de communication non autorisée était sévèrement punie. Les dénonciations étaient encouragées par le système de privilèges. Un enfant qui rapportait les propos séditieux d'un autre pouvait obtenir une portion supplémentaire de nourriture ou l'exemption d'une corvée. La confiance était donc une denrée rare. Pourtant, un petit groupe de meneurs commença à se former, unissant les garçons les plus déterminés, ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Ils étaient une dizaine au départ, tous des adolescents de 16 à 18 ans qui avaient déjà passé plusieurs années dans la colonie et qui connaissaient parfaitement son fonctionnement. Le plan initial était simple mais audacieux. Profiter d'un moment où la surveillance serait relâchée pour prendre le contrôle d'un bâtiment, forcer les portes et s'enfuir en masse dans la campagne bretonne. Les meneurs savaient qu'ils n'avaient aucune chance de quitter l'île à la nage, l'océan étant bien trop dangereux. Mais ils espéraient pouvoir se cacher suffisamment longtemps pour que leur situation attire l'attention des médias, pour que l'opinion publique soit alertée des conditions de vie à Belle-Île. C'était un plan désespéré, presque suicidaire, mais pour ces garçons qui souffraient quotidiennement, c'était la seule option qui leur restait. Mieux valait tenter de s'échapper et risquer la mort que de continuer à vivre dans ces conditions inhumaines. La date fut fixée au 27 août. Jour où plusieurs surveillants seraient absents pour un événement familial dans le village voisin. Les meneurs firent circuler le mot discrètement, préparant psychologiquement les autres colons à ce qui allait se passer. L'incident déclencheur survint la veille de la date prévue. Un garçon de 14 ans nommé Jean fut surpris en train de cacher un morceau de pain dans sa poche pour le manger plus tard. C'était une infraction mineure, courante parmi les colons affamés. Mais le surveillant qui le surprit, un certain monsieur Rousseau particulièrement violent, décida d'en faire un exemple. Jean fut traîné devant tous les autres enfants rassemblés dans la cour. Rousseau commença à le frapper avec son bâton, encore et encore, avec une violence inouïe. Les coups pleuvaient sur le dos, les épaules, la tête du garçon qui hurlait de douleur. Normalement, les autres colons auraient regardé en silence, terrorisés à l'idée de subir le même sort. Mais cette fois-ci, quelque chose se brisa. Un des meneurs, un garçon nommé Pierre, ne put supporter davantage. Il cria pour que Rousseau arrête. D'autres voix se joignèrent à la sienne. En quelques secondes, toute la cour était en effervescence, des dizaines de voix réclamant la fin des coups. Rousseau, surpris par cette rébellion soudaine, commit une erreur fatale. Au lieu de s'arrêter et d'appeler des renforts, il continua à frapper Jean avec encore plus de violence, comme pour affirmer son autorité. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Pierre se précipita sur le surveillant et le poussa violemment. Rousseau tomba par terre, lâchant son bâton. Instantanément, c'était le chaos. Des dizaines de garçons se ruèrent sur tous les surveillants présents dans la cour. Certains furent maîtrisés et attachés, d'autres réussirent à s'enfuir pour donner l'alarme. Les meneurs prirent rapidement le contrôle de la situation, criant des ordres pour canaliser l'énergie de la foule. Ce qui n'était censé se passer que le lendemain arrivait maintenant, de manière spontanée et désordonnée. Mais il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. La révolte de Belle-Île venait de commencer. Les premières heures furent marquées par une destruction massive. Des années de rage contenues explosèrent en quelques minutes. Les colons brisèrent tout ce qui leur tombait sous la main. Fenêtres, portes, mobilier. Ils mirent le feu aux ateliers où ils avaient été forcés de travailler comme des esclaves. Les flammes montèrent haut dans le ciel d'été, visibles depuis le continent.
Certains enfants coururent vers les cuisines et se jetèrent sur la nourriture, mangeant tout ce qu'ils pouvaient avant de remplir leurs poches de provisions pour la fuite. D'autres défoncèrent les portes des cachots pour libérer les garçons qui y étaient enfermés. Ces derniers sortirent en clignant des yeux dans la lumière du jour, désorientés, amaigris, hagards, mais bientôt emportés par le mouvement général. En moins d'une heure, la moitié de la colonie était hors de contrôle. La direction, complètement dépassée, envoya des messagers au village le plus proche pour demander l'intervention de la gendarmerie. 56 garçons réussirent à s'échapper de l'enceinte de la colonie pénitentiaire ce 27 août 1934. Ils couraient dans la campagne bretonne comme des animaux traqués, le cœur battant, les poumons brûlants, mais avec dans les yeux une lueur qu'ils n'avaient plus eue depuis longtemps, l'espoir. L'espoir de liberté, l'espoir de justice, l'espoir d'une vie meilleure loin de cet enfer. Certains ne savaient même pas vraiment où ils allaient. Ils couraient simplement pour s'éloigner le plus possible de la colonie. D'autres avaient un plan vague, atteindre le port, voler un bateau, rejoindre le continent. La plupart étaient pieds nus ou portaient des chaussures déchirées qui blessaient leurs pieds sur les chemins rocailleux. Ils n'avaient que les vêtements qu'ils portaient sur le dos, souvent sales et troués. Certains avaient réussi à prendre un peu de nourriture, mais la majorité n'avait rien. Pourtant, ils couraient, animés par une énergie désespérée qui leur faisait oublier la fatigue et la peur. Belle-Île-en-Mer est une île de 84 km², parsemée de petits villages de pêcheurs, de fermes isolées, de landes sauvages balayées par le vent. Le terrain est accidenté, avec des falaises abruptes qui plongent dans l'océan, des vallées encaissées, des bois touffus où il est facile de se cacher. Les fugitifs se dispersèrent rapidement en petits groupes de 5 ou 6, pensant augmenter ainsi leurs chances de ne pas être repérés. Certains se dirigèrent vers l'intérieur de l'île, cherchant à se terrer dans les fermes abandonnées ou les grottes naturelles. D'autres longèrent la côte, espérant trouver un moyen de traverser vers le continent malgré les courants dangereux. L'alerte avait été donnée immédiatement, et en quelques heures, toute l'île était en état de siège. La gendarmerie locale, composée d'une quinzaine d'hommes seulement, fut rapidement débordée et demanda des renforts au continent. La police de Vannes et de Lorient fut mobilisée. Des militaires furent même dépêchés sur place. En tout, plus de 200 hommes participèrent à la chasse aux fugitifs. Car c'était bien d'une chasse qu'il s'agissait. Les autorités parlaient de dangereux délinquants en fuite, de jeunes criminels qui représentaient une menace pour la population locale. Des affiches furent placardées dans tous les villages, avec des descriptions approximatives des fugitifs et l'ordre de les signaler immédiatement. La population civile fut encouragée à participer aux recherches. Certains habitants de l'île, convaincus par la propagande officielle ou simplement inquiets pour leur sécurité, formèrent des milices improvisées armées de bâtons et de fourches. D'autres, plus compatissants, surtout ceux qui avaient eux-mêmes des enfants, voyaient ces garçons en fuite avec un mélange de pitié et de tristesse. Quelques-uns eurent même le courage de leur donner discrètement à manger ou de les laisser se cacher dans leur grange pendant quelques heures. Mais ils étaient minoritaires, et le risque de représailles était trop grand pour que beaucoup osent aider les fugitifs ouvertement. Les premiers jours de la fuite furent les plus chaotiques. Les garçons, épuisés par des années de malnutrition et de travail forcé, n'avaient pas l'endurance nécessaire pour une course-poursuite prolongée. Beaucoup furent capturés dès les premières 24 heures, découverts cachés dans des haies, des granges ou des grottes. Ils ne résistèrent pas à leur arrestation, trop fatigués, trop effrayés. Quand ils furent ramenés à la colonie, les punitions qui les attendaient étaient terribles. Le directeur Leclerc, furieux et humilié par cette révolte qui mettait en lumière son incapacité à maintenir l'ordre, ordonna que les fugitifs capturés soient enfermés au cachot pour des durées allant de plusieurs semaines à plusieurs mois. Certains reçurent des coups si violents qu'ils gardèrent des séquelles permanentes. Mais paradoxalement, cette répression brutale servit la cause des révoltés, car elle attira l'attention de la presse nationale. Les journalistes commencèrent à affluer sur Belle-Île dès le deuxième jour. L'histoire d'une révolte dans une colonie pénitentiaire pour enfants était sensationnelle, parfaite pour vendre des exemplaires. Les premiers articles furent assez neutres, se contentant de rapporter les faits. 56 garçons en fuite, recherche en cours, quelques arrestations. Mais au fur et à mesure que les journalistes commencèrent à enquêter, à interroger des habitants de l'île, à observer les fugitifs capturés qui étaient ramenés menottes au poing, le ton changea.
Des reporters virent ces enfants amaigris, couverts de bleu et de plaies, tremblants de peur. Ils entendirent leurs témoignages sur les conditions de vie dans la colonie. Certains journalistes plus audacieux réussirent même à interviewer quelques fugitifs encore en liberté avant qu'ils ne soient capturés. Ces témoignages, publiés en première page des grands quotidiens parisiens, choquèrent l'opinion publique. Comment était-il possible qu'en France, pays des droits de l'homme, des enfants soient traités de cette manière? Pendant ce temps, dans les Landes de Belle-Île, les fugitifs encore en liberté luttaient pour leur survie. La faim les tenaillait constamment. L'eau potable était rare, et ils devaient boire dans les ruisseaux en espérant ne pas tomber malades. La pluie, fréquente en Bretagne même en août, les trempait jusqu'aux os. Sans abri, ils grelottaient dans l'humidité glaciale des nuits. Certains tombèrent malades, développant des fièvres, des toux violentes. Le groupe le plus important, une dizaine de garçons menés par Pierre qui avait déclenché la révolte, réussit à tenir 5 jours dans les bois du centre de l'île. Ils se déplaçaient la nuit, se cachaient le jour, évitant les patrouilles qui ratissaient méthodiquement le terrain. Mais la faim finit par les affaiblir au point qu'ils décidèrent de tenter une descente nocturne sur une ferme isolée pour voler de la nourriture. C'était un piège. Les gendarmes, ayant repéré leurs mouvements, les attendaient. L'arrestation fut brutale. Les garçons, trop faibles pour résister, furent plaqués au sol, menottés, jetés dans des camions comme des sacs de pommes de terre. Le dernier fugitif ne fut capturé qu'après une semaine entière de fuite. C'était un garçon de 16 ans nommé Louis, particulièrement résistant et débrouillard. Il avait réussi à survivre en mangeant des baies sauvages, en volant des œufs dans les poulaillers, en se cachant dans des endroits tellement improbables que les recherches passaient à côté de lui. Il était devenu une sorte de légende parmi les habitants de l'île, ce garçon fantôme qui échappait à toutes les traques. Mais finalement, épuisé, malade, à bout de force, il fut découvert endormi dans une grange. Quand les gendarmes l'entourèrent, il ne tenta même pas de s'enfuir. Il leva simplement les mains en signe de reddition, les yeux vides, résigné. Sa capture marqua la fin de la révolte de Belle-Île. Tous les 56 fugitifs étaient maintenant de retour à la colonie, où un sort terrible les attendait. Mais leur sacrifice n'avait pas été vain. L'affaire avait pris une ampleur nationale, et pour la première fois, les conditions de vie dans les colonies pénitentiaires allaient être sérieusement examinées par les autorités. Les semaines qui suivirent la révolte de Belle-Île furent marquées par un véritable raz-de-marée médiatique. La presse française, toutes tendances politiques confondues, s'empara de l'affaire avec une intensité rare. Les journaux de gauche, comme l'Humanité ou le Populaire, dénoncèrent le système pénitentiaire pour mineurs comme une honte pour la République, un vestige barbare d'une époque révolue. Ils publièrent des témoignages détaillés des fugitifs capturés, des descriptions horrifiantes des conditions de vie dans la colonie, des comptes rendus des punitions infligées. Les photos des garçons arrêtés, montrant leur corps décharné et couvert de cicatrices, circulèrent largement et provoquèrent une indignation massive. Même la presse de droite, habituellement favorable à la fermeté envers les délinquants, commença à émettre des doutes sur la manière dont ces établissements étaient gérés. Des éditorialistes influents écrivirent que si la rééducation des jeunes délinquants était nécessaire, elle ne devait pas se faire au prix de leur humanité. Le gouvernement, embarrassé par ce scandale qui éclatait en pleine période de turbulences politiques, fut contraint de réagir. Le ministre de la Justice de l'époque ordonna l'ouverture d'une enquête administrative sur les événements de Belle-Île et plus largement, sur le fonctionnement de toutes les colonies pénitentiaires françaises. Une commission composée de magistrats, d'inspecteurs du ministère et de médecins fut constituée. Elle arriva sur l'île début septembre 1934, avec pour mission d'établir les faits et de déterminer les responsabilités. Le directeur Leclerc, sentant le vent tourner, tenta de minimiser les accusations en prétendant que les fugitifs exagéraient leur souffrance pour attirer la sympathie. Il présenta les registres officiels de la colonie, qui montraient des punitions parfaitement légales et proportionnées, des rations alimentaires conformes aux normes, des installations sanitaires correctes. Sur le papier, Belle-Île ressemblait à un établissement modèle. Mais les enquêteurs ne se contentèrent pas des documents officiels. Ils insistèrent pour visiter tous les bâtiments de la colonie, y compris les cachots dont l'accès leur avait d'abord été refusé. Ce qu'ils découvrirent les horrifia.
Les cellules d'isolement étaient effectivement aussi terribles que les témoignages l'affirmaient. Obscures, humides, minuscules, avec des odeurs pestilentielles. Les médecins de la commission examinèrent systématiquement tous les colons et constatèrent que la majorité présentait des signes de malnutrition chronique, des blessures non soignées, des troubles psychologiques évidents. Beaucoup avaient un retard de croissance par rapport aux enfants de leur âge, conséquence directe des années de privation. Les cicatrices de coups étaient visibles sur presque tous les dos examinés. Certains garçons, trop terrifiés pour parler devant les surveillants, réussirent à glisser des témoignages écrits aux enquêteurs, racontant dans des termes bouleversants les sévices subis. L'enquête révéla également des irrégularités financières massives. Les budgets alloués par l'État pour la nourriture et l'entretien des colons étaient systématiquement détournés par l'administration de la colonie. Le directeur et ses adjoints s'enrichissaient en achetant des denrées de qualité médiocre à bas prix, en revendant le fruit du travail des enfants sans reverser les profits au fonctionnement de l'établissement, en gonflant artificiellement les dépenses dans les rapports officiels. Cette corruption généralisée expliquait pourquoi les conditions matérielles étaient si épouvantables malgré des moyens théoriquement suffisants. Les enquêteurs découvrirent aussi que plusieurs surveillants avaient des antécédents de violence, y compris des condamnations pénales dans leur passé, mais avaient été recrutés sans vérification sérieuse de leurs références. Certains étaient alcooliques, d'autres avaient des troubles mentaux évidents qui auraient dû les disqualifier pour un poste auprès d'enfants. Le rapport final de la commission, rendu public en novembre 1934, fut accablant. Il concluait que la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer fonctionnait en violation flagrante de toutes les règles humanitaires élémentaires, que les mauvais traitements y étaient systématiques et non exceptionnels, que la direction portait une responsabilité directe dans la dégradation des conditions de vie, et que l'État lui-même était coupable de négligence en ne contrôlant pas suffisamment ses établissements. Le rapport recommandait la fermeture immédiate de la colonie, le licenciement de tout le personnel dirigeant, et des poursuites judiciaires contre les surveillants les plus violents. Il suggérait également une refonte complète du système pénitentiaire pour mineurs en France, avec l'adoption de nouvelles méthodes de rééducation basées sur la psychologie et l'éducation plutôt que sur la punition et le travail forcé. La publication de ce rapport provoqua des réactions contrastées. Une partie de l'opinion publique salua ce courage de la vérité et exigea des réformes immédiates. Des associations de défense des droits de l'enfant, qui commençaient tout juste à se développer en France, organisèrent des manifestations devant le ministère de la Justice. Des pétitions circulèrent, réclamant la libération des jeunes colons et leur placement dans des familles d'accueil ou des établissements éducatifs non répressifs. Plusieurs intellectuels et artistes se mobilisèrent, publiant des tribunes dans les journaux, organisant des conférences sur le thème de la maltraitance institutionnelle des enfants. C'était la première fois en France qu'un tel mouvement d'opinion se formait autour de la question de la protection de l'enfance délinquante. Mais il y eut aussi une réaction conservatrice puissante. De nombreux responsables politiques, magistrats et éducateurs estimèrent que le rapport exagérait les problèmes et que les jeunes délinquants avaient besoin de fermeté plutôt que de compassion. Selon eux, la révolte de Belle-Île prouvait justement que la discipline n'était pas assez stricte, que les colons avaient été trop gâtés et que cela les avait encouragés à se rebeller. Des articles parurent dans la presse conservatrice, rappelant les crimes commis par ces enfants, même s'ils étaient souvent mineurs, et arguant qu'ils méritaient d'être punis sévèrement pour dissuader d'autres jeunes de suivre la voie de la délinquance. Cette bataille idéologique autour de la question pénale pour mineurs allait dominer le débat public français pendant des mois, opposant deux visions radicalement différentes de la justice et de l'éducation. Sur le terrain, les conséquences immédiates furent mitigées. Le directeur Leclerc fut effectivement révoqué, ainsi que plusieurs surveillants particulièrement violents qui furent jugés et condamnés à des peines de prison, généralement assez légères de quelques mois à 2 ans. Mais la colonie de Belle-Île ne fut pas fermée immédiatement comme le recommandait le rapport. Les autorités arguèrent qu'il fallait d'abord trouver des solutions alternatives pour les 600 garçons qui y étaient détenus, ce qui prendrait du temps. Un nouveau directeur fut nommé, avec pour mission d'améliorer les conditions de vie et de mettre fin aux abus. Des inspections régulières furent promises. Les rations alimentaires furent augmentées, les châtiments corporels officiellement interdits, les cachots condamnés. Sur le papier, Belle-Île entrait dans une nouvelle ère plus humaine. Mais dans la réalité, les changements furent beaucoup plus lents et superficiels que ce qui avait été annoncé. Les vieilles habitudes avaient la vie dure,
et beaucoup de surveillants restés en poste continuèrent à user de méthodes brutales, simplement de manière plus discrète. C'est dans ce contexte tumultueux que Jacques Prévert, alors jeune poète encore peu connu du grand public, découvrit l'histoire de la révolte de Belle-Île. Prévert avait 33 ans en 1934. Il faisait partie du groupe surréaliste, fréquentait les cafés de Montparnasse où se retrouvaient les artistes et intellectuels d'avant-garde. C'était un homme profondément sensible aux injustices sociales, marqué par une enfance modeste et une jeunesse passée au contact des classes populaires parisiennes. Il avait une empathie particulière pour les enfants, qu'il considérait comme les victimes innocentes d'un monde d'adultes cruels et hypocrites. Quand il lut dans les journaux les témoignages des fugitifs de Belle-Île, quelque chose se brisa en lui. Ces histoires d'enfants torturés au nom de leur rééducation le révoltèrent profondément. Il ne pouvait accepter que la société française, qui se targuait d'être civilisée et progressiste, traite ainsi ses membres les plus vulnérables. Prévert décida qu'il devait faire quelque chose, apporter sa contribution au mouvement de protestation qui se développait. Mais il n'était pas journaliste, ni militant politique au sens traditionnel. Son arme, c'était la poésie, le pouvoir des mots pour toucher les cœurs et les consciences. Il se mit à travailler sur un texte qui raconterait l'histoire de la fuite des garçons de Belle-Île, mais de manière poétique, en capturant l'essence émotionnelle de cette tragédie plutôt que de se limiter aux faits bruts. Il voulait que son poème fasse ressentir au lecteur ce que ses enfants avaient vécu, la terreur, l'espoir fou de liberté, puis le désespoir de la capture. Il voulait aussi dénoncer la cruauté de la société qui organisait cette chasse à l'enfant, transformant des gamins effrayés en proie à abattre. Le poème que Prévert composa s'intitula La chasse à l'enfant. C'était un texte d'une puissance rare, écrit dans le style simple et direct qui allait devenir sa marque de fabrique. Pas de métaphores alambiquées, pas de références littéraires obscures, mais des mots simples qui frappaient comme des coups de poing. Le poème racontait l'histoire d'un enfant en fuite, traqué par des chiens et des hommes armés, courant à travers champs et forêts, sentant la fatigue l'envahir, sachant qu'il n'a aucune chance mais refusant d'abandonner. La fin du poème était particulièrement poignante. L'enfant est finalement rattrapé et, dans les derniers vers, Prévert suggère qu'il est tué ou du moins brisé définitivement par cette capture. C'était une accusation sans appel contre la société française et son système pénitentiaire pour mineurs. Mais ici commence l'une des zones grises de cette histoire. Un de ces moments où la frontière entre faits historiques et légendes artistiques devient floue. Le poème de Prévert était-il vraiment inspiré directement par la révolte de Belle-Île? Les spécialistes de l'œuvre de Prévert débattent encore de cette question aujourd'hui. Certains affirment que le lien est évident et indiscutable. Les dates correspondent, le thème est le même, et Prévert lui-même aurait confirmé dans des conversations privées que Belle-Île était son inspiration. D'autres sont plus prudents, notant que Prévert n'a jamais explicitement mentionné Belle-Île dans ses écrits sur le poème, et que la chasse à l'enfant pourrait être une méditation plus générale sur le sort des enfants marginalisés dans la société française des années 30. Le poème ne contient aucune référence géographique précise, aucun détail qui le rattache spécifiquement à Belle-Île plutôt qu'à n'importe quelle autre colonie pénitentiaire. Ce qui est certain, c'est que le poème fut publié pour la première fois en 1936, soit 2 ans après la révolte, dans un recueil qui connut un succès modeste à l'époque, mais qui allait devenir emblématique de la poésie française du XXe siècle. La chasse à l'enfant ne fut pas immédiatement reconnue comme un chef-d'œuvre. La critique littéraire de l'époque, encore dominée par des conceptions académiques de la poésie, trouva le style de Prévert trop simple, presque simpliste. Certains l'accusèrent de populisme, de sacrifier la beauté formelle au message politique. Mais le poème trouva son public parmi les lecteurs ordinaires, ceux qui n'étaient pas des spécialistes de littérature mais qui furent touchés par la sincérité émotionnelle des vers. Il fut repris dans des journaux de gauche, lu lors de meetings politiques, récité dans des manifestations. Peu à peu, il devint un symbole de la lutte pour les droits des enfants et contre les institutions oppressives. Ce qui ajoute à la complexité de cette histoire, c'est que Prévert lui-même entretenait une relation ambiguë avec la vérité factuelle. C'était un poète, pas un historien. Son objectif n'était pas de documenter précisément les événements de Belle-Île, mais de créer une œuvre d'art qui capte une vérité émotionnelle et morale. Il prit donc des libertés avec les faits. Dans le poème, il n'y a qu'un seul enfant en fuite, alors qu'ils étaient 56 dans la réalité. Le poème suggère une fin tragique violente,
alors que tous les fugitifs de Belle-Île furent capturés vivants. Ces modifications n'étaient pas des mensonges, mais des choix artistiques destinés à renforcer l'impact émotionnel du texte. En se concentrant sur un seul enfant, Prévert permettait au lecteur de s'identifier plus facilement, de ressentir plus intensément la tragédie. En suggérant une mort, il transformait son personnage en martyr, en symbole de tous les enfants victimes d'un système cruel. Au fil des décennies, le lien entre le poème de Prévert et la révolte de Belle-Île s'est progressivement solidifié dans l'imaginaire collectif français. Des générations d'enseignants ont présenté la chasse à l'enfant comme une réponse directe aux événements de 1934. Des historiens ont intégré le poème dans leurs analyses de l'affaire Belle-Île, le citant comme un témoignage de l'impact culturel de la révolte. Des documentaires et des livres d'histoire ont établi ce lien comme un fait acquis. Aujourd'hui, si vous demandez à un Français cultivé ce qui lui vient à l'esprit quand on mentionne Belle-Île-en-Mer et l'enfance, il y a de fortes chances qu'il pense immédiatement au poème de Prévert. Cette association est devenue si forte qu'elle a presque effacé les ambiguïtés historiques. Peu importe maintenant de savoir si Prévert pensait spécifiquement à Belle-Île quand il écrivait, dans la mémoire collective, La chasse à l'enfant est le poème de Belle-Île, et Belle-Île est l'île du poème. Cette fusion entre histoire et art soulève des questions fascinantes sur la manière dont nous construisons notre mémoire collective. Parfois, une œuvre d'art peut devenir plus vraie, plus puissante dans ses effets, que les faits historiques eux-mêmes. Le poème de Prévert a probablement fait plus pour sensibiliser le public aux conditions dans les colonies pénitentiaires que tous les rapports officiels et articles de journaux de l'époque. Il a donné un visage humain, une voix poétique à ces enfants anonymes qui souffraient derrière les murs. Il a transformé un scandale temporaire en symbole éternel. C'est le pouvoir de l'art, non pas de remplacer la vérité historique, mais de la magnifier, de la graver dans les cœurs et les esprits de manière indélébile. Quand les archives seront oubliées, quand les témoins directs seront tous morts, le poème de Prévert continuera à raconter, à sa manière, l'histoire de Belle-Île-en-Mer. Que sont devenus les 56 garçons qui ont participé à la révolte de Belle-Île? Cette question hante l'histoire de l'événement, car les destins individuels de ces enfants révoltés sont difficiles à retracer. Les archives sont incomplètes, parfois volontairement obscurcies par une administration soucieuse de minimiser les conséquences de ses propres erreurs. Certains noms apparaissent dans les documents officiels, d'autres ont été perdus. Mais les témoignages recueillis au fil des décennies, les quelques autobiographies publiées par d'anciens colons, et les recherches patientes d'historiens contemporains permettent de reconstituer partiellement le tableau. Ce qui en émerge est une mosaïque de vies brisées, de quelques réussites improbables, et d'un silence pesant qui entoure trop de ces destins. Les meneurs de la révolte, ceux qui avaient organisé et déclenché le mouvement, furent naturellement ceux qui subirent les représailles les plus sévères. Pierre, le garçon qui avait poussé le surveillant Rousseau et donné le signal de départ, passa plusieurs mois au cachot après sa capture. Quand il en sortit, il était méconnaissable, amaigri de 20 kilos, le regard vide, incapable de parler normalement. Il fut ensuite transféré dans une autre colonie pénitentiaire réputée encore plus dure, en Corse cette fois, où il resta jusqu'à sa majorité. Après sa libération, il disparut complètement des archives. Aucun document ne permet de savoir ce qu'il est devenu. A-t-il réussi à construire une vie normale? A-t-il sombré dans la délinquance adulte, perpétuant le cycle que la colonie était censée briser? Est-il mort jeune, usé par les années de maltraitance? Personne ne le sait. Cette incertitude est typique du sort réservé à ces enfants. La société les jetait dans les bagnes pénitentiaires, puis les oubliait complètement une fois qu'ils en sortaient. Louis, le dernier fugitif capturé, celui qui avait tenu une semaine entière, eut un destin plus documenté. Peut-être parce qu'il était devenu une petite célébrité locale, ou peut-être par chance, son parcours ultérieur peut être retracé. Après Belle-Île, il fut lui aussi transféré, mais dans un établissement expérimental qui tentait d'appliquer des méthodes éducatives plus progressistes. Là, pour la première fois de sa vie, il rencontra des adultes qui le traitèrent avec respect et compassion. Il apprit un métier, la menuiserie, et réussit à obtenir son certificat d'études. À sa libération à 18 ans, il trouva du travail dans un atelier à Nantes. Il se maria, eut 3 enfants, vécut une vie discrète de travailleur manuel. Dans les années 70, alors âgé d'une 50aine d'années,
il accepta de témoigner pour un documentaire sur Belle-Île. Son témoignage, filmé en noir et blanc, est bouleversant. On y voit un homme au visage buriné, aux mains calleuses, qui parle d'une voix douce de ses souvenirs d'enfance terrifiants. Il raconte les coups, la faim, la peur permanente. Mais il parle aussi de solidarité entre les colons, des petits actes de résistance quotidienne, de la manière dont ils réussissaient parfois à voler un peu de nourriture ou à se protéger mutuellement des surveillants les plus violents. Jean, le garçon dont les coups reçus avaient déclenché la révolte, eut une fin tragique. Il ne se remit jamais complètement des blessures physiques et psychologiques subies à Belle-Île. Libéré à sa majorité, il dériva d'emploi précaire en emploi précaire, incapable de se fixer, hanté par des cauchemars récurrents. Il sombra dans l'alcoolisme, moyen désespéré d'oublier ses traumatismes. Dans les années 50, il fut retrouvé mort dans une chambre misérable d'un hôtel de passe parisien. Il avait 34 ans. Son histoire illustre le coût humain terrible de ces institutions prétendument rééducatives. Elles ne produisaient pas des citoyens réhabilités, mais des individus profondément endommagés qui portaient leurs cicatrices toute leur vie. La colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer continua de fonctionner après 1934, malgré les promesses de réforme. Les conditions s'améliorèrent marginalement. La nourriture devint un peu plus abondante. Les châtiments corporels furent officiellement interdits, même s'ils continuaient en secret. Des activités éducatives furent introduites. Mais la philosophie de base ne changea pas vraiment. L'établissement restait un lieu de punition plutôt que de réhabilitation. Un endroit où on enfermait les enfants indésirables loin des regards de la société bien pensante. La Seconde Guerre mondiale vint interrompre toute velléité de réforme. Pendant l'occupation, Belle-Île fut utilisée par les Allemands comme base militaire, et la colonie pénitentiaire fut temporairement évacuée. Les colons furent dispersés dans d'autres établissements à travers la France, où les conditions étaient souvent encore pires en raison des pénuries généralisées. Après la libération, la colonie rouvrit ses portes. La France d'après-guerre, occupée à se reconstruire matériellement et moralement, n'avait pas la réforme pénitentiaire pour mineurs comme priorité. Les années 50 et 60 virent une succession de petits scandales à Belle-Île, des évasions, des cas de maltraitance révélés, des inspections qui pointaient des dysfonctionnements. Mais l'établissement survivait, protégé par une certaine inertie administrative et par le fait que personne ne savait vraiment quoi faire d'autre avec ces jeunes délinquants. Ce n'est qu'en 1977 que la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer ferma définitivement ses portes. 127 ans après son ouverture, ce monument de la répression juvénile cessa enfin d'exister. Les bâtiments furent progressivement abandonnés, puis partiellement reconvertis en équipements touristiques et culturels. Aujourd'hui, un musée occupe une partie de l'ancienne citadelle, présentant l'histoire de l'île et évoquant, avec pudeur, le passé sombre de la colonie pénitentiaire. Mais que resta-t-il dans la mémoire collective de cette tragédie qui avait tant ému la France en 1934? Étonnamment peu. L'affaire Belle-Île fut rapidement recouverte par d'autres scandales, d'autres crises, d'autres guerres. La plupart des Français oublièrent cette histoire d'enfants révoltés. Seuls quelques historiens spécialisés et militants des droits de l'enfant continuèrent à s'y intéresser. Le poème de Prévert survécut mieux que l'événement qui l'avait inspiré, récité dans les écoles sans que les élèves sachent nécessairement qu'il faisait référence à une réalité historique. Cette amnésie collective est troublante, mais peut-être compréhensible. Accepter pleinement ce qui s'était passé à Belle-Île aurait obligé la société française à se confronter à des vérités inconfortables sur la manière dont elle traitait ses membres les plus vulnérables. Plus facile d'oublier, de tourner la page, de se dire que c'était une autre époque et que de telles horreurs ne pourraient plus se reproduire. Pourtant, les échos de Belle-Île résonnent encore aujourd'hui. La France continue d'avoir des établissements pour mineurs délinquants, certes avec des conditions incomparablement meilleures qu'autrefois, mais où persistent des problèmes de surpopulation, de violence, de manque de moyens éducatifs. Les débats sur la justice pénale pour mineurs opposent toujours ceux qui privilégient la répression à ceux qui insistent sur l'éducation et la réinsertion. Les fantômes de Belle-Île hantent ces discussions, rappelant à quoi mène une approche purement punitive de la délinquance juvénile. Certains anciens colons, dans leurs rares témoignages publics, ont souligné cette continuité troublante. Ils mettent en garde contre la tentation de revenir aux vieilles méthodes, contre la rhétorique sécuritaire qui déshumanise les jeunes en difficulté. Leur message est simple mais puissant.
Nous avons été ces enfants que la société voulait punir jusqu'à ce qu'ils se plient. Et regardez ce que cela a donné. Maintenant que nous avons parcouru l'histoire de Belle-Île-en-Mer, de sa création à la révolte de 1934 et ses conséquences, il est temps de poser la question centrale qui hante ce récit depuis le début. Où s'arrête l'histoire documentée et où commence le mythe? Cette interrogation n'est pas une manière de nier les souffrances réelles des enfants de Belle-Île, mais plutôt de comprendre comment un événement historique se transforme avec le temps en légende, en symbole, en objet de mémoire qui dit peut-être plus sur nous et nos préoccupations contemporaines que sur le passé lui-même. Car la vérité, c'est que nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est passé dans chaque recoin de cette colonie pénitentiaire, dans chaque cachot obscur, dans chaque esprit d'enfant terrorisé. L'histoire officielle, celle des rapports administratifs et des enquêtes judiciaires, nous donne une version aseptisée, minimisant probablement les horreurs. Les témoignages des survivants nous offrent une autre version, possiblement amplifiée par la souffrance et le désir de faire reconnaître leur martyr. Entre ces deux extrêmes se trouve une vérité complexe et nuancée qui nous échappera toujours partiellement. Commençons par ce que nous savons avec certitude, les faits indiscutables établis par des sources multiples et concordantes. La colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer a existé de 1850 à 1977. Elle a enfermé des milliers d'enfants et d'adolescents pendant cette période. Le 27 août 1934, une révolte a effectivement éclaté. 56 garçons se sont échappés. Ils ont été traqués et finalement tous capturés. Une enquête officielle a confirmé l'existence de mauvais traitements. Ces faits sont irréfutables, documentés par des archives officielles, des articles de presse de l'époque, des photographies. Ils constituent le socle dur de notre récit. Personne ne peut sérieusement contester ces éléments. Mais dès qu'on entre dans les détails, les choses deviennent plus floues. Les témoignages sur la violence exacte des punitions varient considérablement. Certains anciens colons parlent de tortures systématiques, de surveillants qui prenaient plaisir à infliger des souffrances. D'autres évoquent des conditions dures mais pas nécessairement pires que ce qu'on trouvait dans d'autres institutions de l'époque. Comment expliquer ces divergences? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, les expériences individuelles différaient probablement. Certains enfants étaient effectivement torturés par des surveillants sadiques, tandis que d'autres avaient la chance de tomber sur des gardiens moins cruels. Ensuite, la mémoire humaine est malléable. Après des décennies, les souvenirs se transforment, s'amplifient ou se réduisent selon le contexte dans lequel on les raconte. Un ancien colon interviewé dans les années 70, à une époque où la société était devenue plus sensible aux droits de l'enfant, pouvait inconsciemment dramatiser son récit pour correspondre aux attentes de son audience. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est simplement la manière dont fonctionne la mémoire humaine. Il y a aussi la question des chiffres. Combien d'enfants sont morts à Belle-Île pendant son siècle et quart d'existence? Les archives officielles mentionnent quelques dizaines de décès, généralement attribués à des maladies. Mais certains historiens et militants suggèrent que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé, que des morts ont été dissimulés ou mal enregistrés. Malheureusement, il est impossible de trancher définitivement. Les registres de l'époque étaient souvent incomplets, surtout pour des populations marginales comme les jeunes délinquants. L'absence de preuves d'un nombre élevé de morts ne prouve pas qu'il n'y en a pas eu, mais elle ne prouve pas non plus qu'il y en a eu. Nous sommes dans une zone d'incertitude où chacun peut projeter ses propres convictions. Le lien entre la révolte et le poème de Prévert est une autre zone grise fascinante. Comme nous l'avons vu, il n'y a pas de preuve définitive que Prévert pensait spécifiquement à Belle-Île quand il a écrit La chasse à l'enfant. Mais l'absence de preuves ne signifie pas absence de lien. Il est parfaitement plausible, même probable, que Prévert ait été influencé par les événements de Belle-Île même s'il n'a pas voulu le dire explicitement. Les artistes s'inspirent souvent de l'actualité sans pour autant produire du journalisme. Le fait que cette association soit devenue si forte dans la mémoire collective suggère qu'elle résonne avec une vérité profonde, même si elle n'est pas littéralement exacte. Le poème de Prévert capture l'essence de ce qui s'est passé à Belle-Île, même s'il ne le décrit pas factuellement. N'est-ce pas là une forme de vérité plus puissante que l'exactitude historique? Cette question nous amène au cœur du problème. Qu'est-ce que la vérité historique quand on parle d'événements traumatiques impliquant des populations marginalisées qui n'ont laissé que peu de traces écrites? Les historiens traditionnels insistent sur la nécessité de s'en tenir aux sources vérifiables, de ne rien affirmer qui ne soit solidement documenté.
C'est une approche rigoureuse et nécessaire. Mais elle a ses limites. Par définition, les abus commis dans des institutions fermées, contre des personnes sans pouvoir, génèrent peu de documentation officielle. Les bourreaux ne tiennent pas de registre détaillé de leurs crimes. Les victimes, souvent illettrées ou trop terrifiées pour écrire, ne laissent pas de journaux intimes. Le silence des archives ne signifie pas que rien ne s'est passé, mais que ce qui s'est passé s'est produit dans l'ombre, loin des regards qui documentent. Face à cette difficulté, certains historiens contemporains plaident pour une approche qui accorde plus de poids aux témoignages oraux, même tardifs, même partiels. Ils arguent que les récits des survivants, même s'ils ne sont pas totalement fiables dans leurs détails, contiennent une vérité essentielle sur l'expérience vécue qui ne peut être capturée autrement. C'est un débat méthodologique complexe qui dépasse largement le cas de Belle-Île. Il touche à des questions fondamentales. Qui a le droit de raconter l'histoire? Quelles sources privilégions-nous? Comment équilibrer rigueur académique et justice envers les victimes? Il n'y a pas de réponse simple. Pour Belle-Île spécifiquement, la position la plus honnête est peut-être d'accepter cette ambiguïté. Nous savons que de terribles choses se sont produites. Nous ne savons pas exactement leur étendue précise. Les témoignages des survivants pointent vers une réalité horrifiante que les archives officielles minimisent. La vérité se situe probablement quelque part entre ces deux versions, plus proche des témoignages que des rapports administratifs, mais peut-être pas aussi extrême que les récits les plus dramatiques. Cette incertitude ne doit pas nous conduire au relativisme qui nierait toute possibilité de connaissance historique. Mais elle doit nous rendre humbles face à la complexité du passé et nous rappeler que l'histoire n'est pas une science exacte, mais une enquête perpétuelle, toujours inachevée, toujours ouverte à de nouvelles interprétations. Le mythe de Belle-Île, tel qu'il s'est construit au fil des décennies, remplit une fonction importante dans la société française. Il sert d'avertissement, de rappel de ce qui peut arriver quand on déshumanise les enfants difficiles, quand on privilégie la punition sur l'éducation, quand on cache les problèmes loin des regards plutôt que de les affronter. Peu importe si certains détails du mythe sont exagérés, le message central reste valide et nécessaire. En ce sens, le mythe de Belle-Île est peut-être plus vrai, dans ses implications morales et politiques, que ne le serait une froide compilation de faits vérifiés. C'est cette vérité-là que le poème de Prévert a su capturer et transmettre à travers les générations. Nous voici arrivés au terme de ce long voyage à travers l'histoire sombre de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Plus de 10 000 mots pour raconter une tragédie qui s'est déroulée sur plus d'un siècle, pour explorer ses ramifications dans l'art et la mémoire collective, pour questionner la frontière entre histoire et mythe. Mais avant de nous quitter, il reste à répondre à une question essentielle. Pourquoi cette histoire continue-t-elle de nous fasciner et de nous hanter aujourd'hui, presque un siècle après la révolte de 1934 ? Qu'est-ce que Belle-Île nous dit sur nous-mêmes, sur notre société, sur la manière dont nous traitons les enfants en difficulté? La première réponse, la plus évidente, est que Belle-Île représente une injustice flagrante qui appelle reconnaissance et réparation. Pendant plus d'un siècle, la République française a enfermé des milliers d'enfants dans des conditions inhumaines, les soumettant à des violences physiques et psychologiques qui ont détruit des vies. Cette réalité historique ne peut être niée ou minimisée. Elle fait partie de l'héritage français au même titre que les grandes réalisations républicaines en matière d'éducation ou de droits de l'homme. Reconnaître cette histoire, en parler ouvertement, c'est accomplir un devoir de mémoire envers ces enfants dont les voix ont été si longtemps étouffées. C'est aussi une manière de rendre justice, même tardivement, aux quelques survivants encore en vie qui portent encore les cicatrices de leur passage à Belle-Île. Mais Belle-Île nous parle aussi du présent. Car si les bagnes pour enfants ont disparu en France, la question de savoir comment traiter les mineurs délinquants reste brûlante. Chaque fois qu'un crime grave est commis par un adolescent, le débat ressurgit. Faut-il privilégier la punition ou la réhabilitation? Faut-il abaisser l'âge de la responsabilité pénale? Faut-il construire plus de centres fermés pour les jeunes récidivistes? Les fantômes de Belle-Île murmurent leur mise en garde dans ces discussions. Ils nous rappellent que la route de la répression pure mène à la déshumanisation et à l'échec. Tous les enfants qui sont passés par Belle-Île devaient en sortir rééduqués, transformés en citoyens productifs. Combien ont réellement suivi ce parcours? Combien ont au contraire été brisés à jamais, poussés vers la marginalité et la criminalité adulte par les traumatismes subis?
Le système a échoué selon ses propres critères, sans même parler de considérations éthiques. L'histoire de Belle-Île interroge aussi notre rapport collectif à l'enfance. Dans quelle mesure considérons-nous vraiment les enfants comme des êtres humains à part entière, dignes de respect et de protection? Ou les voyons-nous plutôt comme de petits adultes imparfaits qu'il faut dresser et soumettre? Cette tension traverse toute l'histoire de l'éducation et de la justice pour mineurs. À Belle-Île, la vision de l'enfant comme être inférieur à discipliner a été poussée à son extrême logique, avec les résultats catastrophiques que nous avons vus. Aujourd'hui, nous prétendons avoir une vision plus éclairée de l'enfance, mais des résidus de l'ancienne mentalité persistent. Quand des politiciens proposent de durcir le traitement des mineurs délinquants, quand des commentateurs médiatiques parlent de jeunes voyous qu'il faudrait mater, ce sont les échos de la philosophie qui animaient Belle-Île que nous entendons. Le rôle de l'art dans la transmission de cette mémoire est un autre aspect fascinant de cette histoire. Sans le poème de Prévert, Belle-Île serait probablement tombée dans un oubli complet, noyée dans la masse des scandales oubliés de l'histoire française. Mais les vers de la chasse à l'enfant ont préservé cette mémoire, l'ont transformée en quelque chose d'universel et d'intemporel. C'est une démonstration puissante de ce que l'art peut accomplir. Non pas remplacer l'histoire, mais l'amplifier, la rendre accessible et émouvante pour des générations qui n'ont pas vécu les événements. Cette fonction mémorielle de l'art est cruciale dans nos sociétés où l'accélération de l'information menace de tout effacer dans un flux constant de nouvelles. Les poèmes, les romans, les films qui s'emparent d'événements historiques ne sont pas de simples divertissements, mais des gardes-mémoires qui assurent la transmission entre générations. Belle-Île nous rappelle également l'importance du courage individuel face aux injustices institutionnelles. Les 56 garçons qui se sont révoltés en 1934 savaient qu'ils n'avaient aucune chance de s'échapper durablement. L'île était trop petite, trop isolée. Ils savaient que des punitions terribles les attendaient. Mais ils l'ont fait quand même, parce qu'ils avaient atteint un point où continuer à subir devenait impossible, parce qu'ils espéraient que leur geste attirait l'attention sur leur sort. Et ils avaient raison. Sans cette révolte, les conditions à Belle-Île auraient continué dans l'indifférence générale pendant encore des années, peut-être des décennies. Leur courage a forcé la société française à regarder en face ce qu'elle préférait ignorer. C'est une leçon précieuse. Le changement social commence souvent par des actes de rébellion désespérés de ceux qui souffrent, pas par la bonne volonté spontanée des puissants. Aujourd'hui, quand on visite Belle-Île-en-Mer, c'est une destination touristique prisée pour ses paysages magnifiques, ses plages sauvages, ses falaises spectaculaires. Les vacanciers se promènent dans l'ancienne citadelle transformée en musée, prennent des photos devant les vieux murs de pierre. Combien savent vraiment ce qui s'est passé ici? Combien s'arrêtent pour imaginer les enfants qui ont souffert derrière ces murs? Le contraste entre la beauté naturelle du lieu et l'horreur historique qui l'abrite est saisissant. Il nous rappelle que l'histoire sombre peut se cacher n'importe où, même dans les endroits les plus beaux. Il nous rappelle aussi notre tendance collective à préférer l'oubli confortable à la confrontation difficile avec le passé. Mais l'oubli n'est jamais total. Les histoires comme celle de Belle-Île ont une manière de revenir à la surface, portées par les témoignages obstinés de survivants, par les recherches patientes d'historiens, par les œuvres d'artistes engagés. Elles refusent de mourir complètement parce qu'elles portent en elles des vérités trop importantes pour être ensevelies. La mémoire de Belle-Île survit dans les vers de Prévert, dans les quelques livres d'histoire qui lui consacrent des chapitres, dans les documentaires occasionnels, dans les conversations entre personnes âgées qui se souviennent avoir entendu parler de cette affaire dans leur jeunesse. C'est une mémoire fragile, menacée, mais tenace. Alors que nous terminons ce long récit, une évidence s'impose. L'histoire de Belle-Île-en-Mer n'est pas simplement une curiosité historique, un épisode sombre mais révolu d'un passé lointain. C'est un miroir tendu à notre propre époque, une question posée à notre conscience collective. Comment traitons-nous aujourd'hui les enfants qui dérangent, qui ne rentrent pas dans le moule, qui commettent des erreurs? Avons-nous vraiment tiré les leçons de Belle-Île, ou sommes-nous en train de répéter les mêmes erreurs sous des formes à peine différentes? La vigilance est nécessaire, car les démons de l'autoritarisme et de la déshumanisation ne meurent jamais vraiment. Ils attendent simplement l'occasion de ressurgir, souvent déguisés en discours de fermeté et d'ordre. L'histoire de Belle-Île se termine ici, mais son écho continue de résonner. Dans chaque débat sur la justice pour mineurs, dans chaque décision concernant le sort d'un enfant difficile,
Les fantômes de ces garçons révoltés sont présents. Ils nous demandent de ne pas oublier, de ne pas répéter, de choisir toujours la voie de l'humanité plutôt que celle de la répression aveugle. C'est leur testament, leur message à travers les décennies. Puissions-nous avoir la sagesse de l'écouter. Si cette histoire vous a touché, ému, révolté, alors elle a accompli son but. Partagez-la, discutez-en, ne la laissez pas retomber dans l'oubli. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu explorant les pages sombres de l'histoire française que l'on préfère souvent passer sous silence. Et surtout, n'oubliez jamais que l'histoire n'est pas qu'une collection de faits du passé. C'est un dialogue permanent entre ce qui fut et ce qui est, entre les morts et les vivants, entre la mémoire et l'oubli. L'histoire de Belle-Île-en-Mer nous appartient à tous. À nous d'en faire quelque chose.